C'est où l'entrée du château? Là. Mais c'est tout petit, comment tu veux que je rentre là-dedans, moi? Il n'y a pas une entrée principale? Ça rentre pas, hein. Ça rentre pas, hein. Il y a un cuirassier de réchauffène. Ah oui, c'est des là que Rachid Rachauffaine. Il y a une plaque là pour... Ah non, c'est un gars qui a été fusillé là. Ah ici, oui. Je passe pas. Où est-ce qu'ils sont partis, ces gars? Stop! Hey, stop! Hey, pour là! Stop! Pour le sergent. À droite, alignez-moi. Portez les mains. Raison. Si vous voulez aller voir la tombe avant que les autres arrivent, vous ne pourrez pas le faire par la suite, vous allez voir la tombe. Regarde, elle est magnifique, il y a ça une espèce de cul. Comment tu t'appelles, t'as déjà quoi? Peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est quand c'est des moments comme ça. Ah non, son casque il était grièvement blessé, il est complètement défoncé. Il faut toujours et comme ça arrive Parce de qu'elle tous est les bien, côtés. bon, elle a été restaurée, je suppose, mais elle est bien en bel état. Et Parce puis avec que le pauvre monsieur qu'on l'a fait restaurer, là, qui s'est fait mal, ça a été... mais bon, Je plaignais les... et donc en fait, quand ils sont rentrés de Sainte-Hélène, elle était malade, et ils ont fait une halte à Bruxelles, elle est décédée en Bruxelles. Oui. Pas par le port d'Anvers, mais bon. Et puis, À l'époque, Anvers, c'était pas ce que c'est maintenant. il a un coup chaud, donc je pense que les gens n'ont pas eu le temps de s'habituer non plus. Pour 2 jours de temps, c'est un temps infernal. Bonjour. Bonjour mon petit gendarme. Et après, tu as ouvert les portes et tu as dit go, 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 go. Surtout dans la montée. Là, Non, c'est nous qui l'avons fait de nous-mêmes. Ben, nous, on a fait ça à la montée avec la calèche, elle est aussi très bien. Vous devez être plus souple que la Oh. conduite de... Bonjour. Moi, c'est quand il a démarré au trou dans la montée, je me suis dit, tiens, il n'y a pas la vitesse de genre de pluie. Bonjour à vous. Vous avez bien dormi? Très bien, et vous? Pas trop de pluie? Il y a aussi. Un peu mouillé. Un peu mouillé, si on dit ça. Un peu mouillé, un peu Non, mouillé. mais La on tente, a- elle était très bien. La tente était très bien, on a très bien dormi. Nous aussi, on a très bien dormi. Il y a une tombe générale au milieu rempli, il a fait 20 campagnes, le gars. Allez, 51 là. Allez, vous reprenez vos places. C'est pas ton truc du tout. D'accord? C'est pas du tout. Vous pouvez rien d'être. Ça y est, il y a déjà la rose. C'est très humide aussi. Ouais. Je croyais qu'il y avait même derrière. Je vais les rendre tout de suite, alors si t'es d'accord. Ouais, je les mettrai en rang. Par le flanc droit, par le flanc gauche. Là, on va se mettre ici, on va mettre une haie comme ça, comme ça les hommes vont pouvoir voir. Proche de là. Tu veux proche de là? Bah, tu fais le premier là et puis tu suis comme ça. Tu peux pas, nous, si tu veux que les autorités puissent rentrer et ensuite déposer Et les ils gens. rentrent comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Sire, monseigneur. Voilà. Merci. Le détail. Faut savoir ça. Là, il y a des tendances dans l'armée là. On a tendance, on n'a pas de peiner avec les hommes qui s'aiment, monsieur. Sire, bien dormi? Oui, on va faire ça, les gars. On va s'aligner de le maréchal. Endroit. Droite. Je vais tourner. Je dis, je peux pas m'arrêter là parce que comme ça, les autorités peuvent Ils vont se rentrer. mettre. Je m'arrête à la première. Et d'honneur. Je vais m'arrêter à la première. Hein? Je vais m'arrêter à la première. Ouais, ça va. Ordinaire. En avant. Marche.
Ensemble. Halt. Première colonne. Tout à fait, voilà. Première colonne. Deuxième colonne, par le front droit et gauche. Deuxième colonne, par là. En avant. Hop. Première colonne, deuxième colonne, demi-tour. Droite. À gauche, alignement. Fixe. À droite. Mais le gris du granit, on peut pas le... Non. Fixe. Reposez. C'est bon. Je l'étale, mais il y a encore des autres troupes qui doivent arriver. Non, non, c'est toi le plus beau. Donc Il n'y a pas la garde, là? Bah, la garde, c'est bien, elle est toujours en arrière. Ah, mais pas pour les Maccabées, c'est toujours devant, normalement. Ah, non, non. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Maréchal. Bien, bien. Eh oui. Non, je signale, sur le monument, vous avez les insignes. Donc ça ne correspond pas pour les patrons de Maréchal. Parce que c'est que... Après, il va dire que... Dessus. Oui, j'ai fleur de lys. Eh ouais, pourtant il aurait pu avoir les abeilles, il avait les deux. Ouais, pourquoi? C'est parce qu'en 1852, enfin ça a été fait un peu avant, Marmont a toujours été décrié. Alors pourquoi lui faire le plaisir de lui mettre un maréchal d'Empire? Parce que ça serait peut-être déjà pas bien. Ils ont essayé, hein, ils ont essayé de développer. Oui, oui, puis ils sont aperçus que c'était de la tôle. Désormais. Non, non, mais... Tu y vas parce que ça commençait à me stresser. De même. C'est pas vu hier, tu t'es promis, on n'a pas eu le temps. C'est beau, là. C'est beau, hein. Lequel que t'aimes? Attends, je viens admirer, je viens admirer. Bravo! Ils ont peigné leur cheveux, donc les corps non plus. Normalement, déjà, ça avait été comment? Tu l'as pas? Jamais au gilet. Même en 1890, il l'a porté encore à la coulée. 1800. Non. 90. Pardon. Ils arrivent. Bah non, non, quoi? Ah bah non, c'est les autres, allez là. On va répondre ce mec-là. Ah, maintenant. Nous voilà. De toute façon, on va rencontrer ma mère. Il y en a encore qui arrivent? Non, c'est tout. Bene. Calme. Il y en a qui ont décidé que ça soit bon. Il a crié au Maréchal Auguste Frédéric Louis Viest de Marmont, né à Châtillon-sur-Seine le 20 juillet 1774, décédé à Venise le 3 mars 1852, duc de Ragueuse le 28 juin 1808, maréchal d'Empire le 12 juillet 1809, grande croix de la Légion d'honneur, Patriae totus et ubique. Tout pour la patrie et partout. Nous vous rendons hommage.
Merci. Garde à vous. Garde à vous. Portez arme. Présentez. Arme. Oh. L'autre général qui a rejoint ici 20 compagnies, 40 ans de service. C'est beau, Garde à vous. Portez. Arme. Reposez. Arme. En place. Repos. Merci. Général Claude Testoféry, né à Arnay-le-Duc le 20 mai 1773, décédé à Châtillon-sur-Seine le 25 août 1856. Ex-colonel de la vieille garde impériale, fait baron de l'Empire par l'empereur Napoléon Ier sur le champ de bataille de Craonne le 7 mars 1814. Commandeur de la Légion d'honneur, in honoré et virtute, en honneur et en vertu. Nous vous rendons hommage. Il était colonel des éclaireurs de la garde. Ah ouais? Oui. Ils se connaissaient. Oui, il était colonel des éclaireurs de la garde impériale. Alors, sachez, Monsieur Pijard, que dernièrement, nous avons baptisé l'une des dernières rues de Châtillon dans un lotissement tout neuf du nom du général Testoféry. On fait bien. Dites donc, vous avez... Elle est impeccable, la pierre tombale. Hein. Ah oui. Félicitations. Avec le souvenir français, il est par là. Donc il était inspecteur général du train des équipages. Donc c'était quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie militaire. Et il y a un jour un général qui a fait un livre sur les officiers du train et il avait mis décédé, date de décès inconnue. Alors je lui ai réécrit, je lui ai dit mais non, la date de décès n'est pas inconnue et non seulement ça. On sait où il est. Mais on sait où il est inhumé à Châtillon-sur-Seine. Oh, ah bon, ben celle-là, je vous ai dit, il habitait à Laigne, il est venu, il était tout content qu'on l'a retrouvé. Donc vous avez ici la tombe du nommé Baudesson, enfin quand je dis nommé, avec le respect qu'on lui doit et son grade, qui était le colonel général du train des équipages de l'armée napoléonienne. Alors le train des équipages, c'était fondamental. Napoléon avait créé l'arme du train en 1807 à Osterode et il a donc mis après à la tête de cette arme, l'arme du train, une hiérarchie militaire parce que c'était le train ravitaillait toute l'armée. Ravitaillait toute l'armée, pas en munitions, c'était le train d'artillerie. Mais le train des équipages, la nourriture, les pansements, enfin tout ce que vous voulez, c'était le train des équipages. Parce qu'avant la création du train, c'était des entreprises privées. Les entreprises Bread et Gaeta.
Mais malheureusement, dès qu'il y avait un coup de canon, hop là, ils se sauvaient, on ne les voyait plus. Alors Napoléon a dit en Pologne, je veux que l'on militarise le train. Et en 1807, le train va être militarisé par le décret d'Osterode-Ostruda, aujourd'hui en Pologne. Donc l'inspecteur général méritait qu'on vienne également lui rendre les honneurs. Merci, monsieur Pijard. Et puis alors, à titre indicatif, tout un peu derrière Marmont, là-bas sur la droite, il y a une tombe beaucoup plus modeste, et c'est écrit dessus « Un ancien cuirassier de Reichshoffen ». Alors évidemment, ça nous ramène dans le Second Empire, mais si vous voulez, les cuirassiers de Reichshoffen sont entrés dans la légende. Il faut dire que le général de cavalerie qui les a entraînés pour faire une charge au milieu des cerisiers, c'était quand vous allez à Reichshoffen et que vous voyez la configuration des lieux où ils ont chargé, avec les arbres et puis, disons, le terrain accidenté, ça ne pouvait aller qu'à un échec. Donc on a eu beaucoup de morts à Reichshoffen. Mais ils sont entrés dans la légende avec une chanson. Ce qui est intéressant, c'est que Marmont, c'est quand même le seul maréchal de Napoléon qui est né dans une ville et qui est inhumé dans la même ville. C'est le seul. Ah oui, c'est le seul. Ouais, et pourtant, il est mort en 1852 à Venise. Il est mort à Venise et donc le corps a été ramené de Venise jusqu'à Châtillon-sur-Seine. C'est le plus vieux des maréchaux aussi. Hein. C'est le dernier des maréchaux, c'est le dernier des Mohicans. Oui. Ah oui, c'est le dernier. Hein. Il était mort un peu 3 mois avant, je crois. Et lui, c'est le dernier survivant des maréchaux d'Empire. Il avait déjà préparé, son mausolée était déjà prêt dans le nouveau cimetière qui était fait. Ça, c'est la Révolution française, ça, ou rien à voir? Ça a été détruit. Non, Vous avez notre historien local. C'est bien avant. Ici, on était à la limite entre la Champagne et la Bourgogne. Ah oui, bah oui, donc à chaque fois, c'était bagarre. Donc un jour, ils se sont dit, les gens de Châtillon, on détruit le château, on aura la paix. Puis après, ils se sont dit, il faut peut-être qu'on demande quand même au roi, donc à Henri IV. Oui, mais c'est resté en Bourgogne. Mais c'était ici, on était ici sur le... C'était un tout petit château, hein. On était ici sur le fossé. Hein. Ça n'allait pas plus loin. Hein. C'était uniquement ça. Mais c'était quand même défensif. C'est l'histoire. Hein. Pour info, le cuirassier de Reichshoffen, c'est de la famille de ma on femme. peut aller, on peut aller voir le cuirassier. C'est son arrière-grand-père. famille avec vous. C'est avec vous? Oui. Ah, donc vous connaissez, vous savez où est la tombe? Ah ben, je la nettoie tous les ans. Hein. Ah oui? C'est bien, sa famille. Et là, vous avez aussi une tombe aussi d'un officier, la Grande Pyramide. Oui. C'est 14, ça, non? En règle générale, tous les monuments, oui. Alors avec les épées croisées, ah bah oui, c'est 70. Il a fait aussi les guerres de 70. Oui, la guerre de 70. Ah mais il y a des tombes qui sont vraiment nettoyées, hein. Bien dorées. Hein. Ouais. C'est par là qu'il est le cuirassier. Là-bas. Alors monsieur, qui nettoyait la tombe. Elle n'était pas dans cet état-là pendant de nombreuses années, puis je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Ah oui, en plus elle est entretenue. Émile cuirassier de Reichshoffen. Vous voyez les noms de famille dans le temps, Guerre. Ouais. Guerre, le deuil. Oui. C'est Guerre. Ah, oui. Il le redit pour ceux qui sont arrivés après. Ah oui. Mais donc il n'est pas mort Il est gardé. Quelques mots, j'aurais bien aimé présenter Marmont et faire une comparaison avec un joueur de cartes, si vous permettez. Ah bah, je vous en prie. Allez. Ah oui, oui, j'ai vu. C'est relativement jeune, hein. 34 ans. Les Châtillonnais vous saluent.
Repos. Mesdames et messieurs, M. Pijard se propose de nous dire quelques mots sur le maréchal Marmont. Merci, monsieur le maire. Donc, si vous permettez, je vais vous faire une comparaison entre Marmont et un joueur de cartes. Vous allez dire, mais il est fatigué, le monsieur. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer, vous savez tous, vous jouez tous aux cartes, et quand on distribue, vous pouvez avoir une bonne main ou une mauvaise main. Au départ, Marmont a beaucoup de chance. Il fait la connaissance de Bonaparte. Bonaparte vient à Châtillon-sur-Seine. On peut dire Napoléon a été ici à Châtillon-sur-Seine. Et les deux hommes deviennent très amis. À telle enseigne que Marmont, qui était de formation artilleur, va faire la deuxième campagne d'Italie, et c'est lui qui va s'occuper du passage de l'artillerie au col du Saint-Bernard. Jusque-là, la donne est très bonne entre les mains. Et voilà qu'on se retrouve au camp de Boulogne, avec 7 corps d'armée qui forment la Grande Armée. Et Marmont a le corps d'armée numéro 2. Bernadotte a le premier, Marmont a le deuxième, Davout le troisième, Lannes Soult le quatrième, Lannes le cinquième, Ney le sixième, et il y a encore un 7e corps qui est celui de Ney. Bon. Mais pendant que l'immense majorité des troupes se déplacent en direction de ce qui va être le futur champ de bataille d'Austerlitz, Marmont, lui, va être en Hollande et ensuite va continuer en Allemagne. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas présent sur les théâtres d'opération de la Grande Armée en 1805. 1806, campagne de Prusse-Iéna, c'est pareil, il n'est pas présent. 1807, campagne de Pologne, Eylau, Friedland, il n'est pas présent. Si bien que vous voyez que toutes les premières campagnes où les maréchaux vont se distinguer, vont avoir des titres, vont se faire connaître, des grades, Marmont, lui, il est un petit peu en retrait. C'est en cela que je dis, la donne des cartes devient relativement quelconque et même mauvaise. 1809, alors, il vient avec son corps d'armée depuis les provinces illyriennes, il arrive sur Wagram et il se distingue au point que Napoléon le nomme maréchal. Mais on avait perdu le maréchal Lannes, qui était quelqu'un de très connu dans l'armée et de très apprécié, et Napoléon va nommer 3 généraux, il va les nommer maréchaux. Il va nommer Oudinot, il va nommer MacDonald et il va nommer Marmont. Et il va y avoir un mauvais mot qui va circuler dans l'armée. On va dire, l'armée a nommé Oudinot, qui sera blessé 16 fois pendant les guerres de l'Empire. La France a nommé MacDonald, parce que MacDonald avait eu un rôle majeur dans la bataille de Wagram, et l'amitié a nommé Marmont. Vous voyez un petit peu comme quoi c'était acide. Marmont ensuite va en Espagne, il va combattre en Espagne, il va être blessé sur le champ de bataille des Arapiles, il ne pourra pas intervenir comme il le souhaitait. Ensuite, il fait la campagne de Saxe, mais là, la campagne de Saxe, malheureusement, nous sommes en infériorité numérique, 200 000 Français à la bataille de Leipzig contre 300 000 alliés, avec une disproportion d'artillerie identique. Et après, il participe à la campagne de 1814. À la campagne de 1814, vous connaissez tous le rôle ambigu, parfois, de Marmont. Mon sentiment est le suivant. C'était quelqu'un qui était profondément attaché à son pays et il a pensé jouer un rôle fondamental dans les derniers moments de Napoléon. Mais malheureusement contre lui, il avait une bonne carte, mais ceux qui étaient en face de lui, ils en avaient de meilleurs, à savoir le tsar Alexandre Ier de Russie et Talleyrand, qui a passé son temps à trahir
tous les régimes dans lesquels il a servi. Marmont a pensé qu'avec son action, il allait pouvoir aider Napoléon, et si vous me permettez l'expression, il s'est fait rouler dans la farine, et ce n'est pas lui qui a été le vainqueur. Donc il a fait l'objet de l'opprobre de nombreux Français, de nombreux militaires, etc. Là, après 1815, naturellement, il n'est pas présent. Il va partir complètement faire une vie différente, il va aller en Italie, etc. Il va revenir à Châtillon, il va se lancer dans l'industrie, il va se lancer dans l'élevage du mouton mérinos, et malheureusement, une fois de plus, la donne est mauvaise, et les animaux vont mourir, le reste, pardon, le reste ne va pas fonctionner, donc il n'a pas de chance. Il n'aura pas eu, c'est un maréchal qui n'aura pas eu la chance de certains autres maréchaux. Ici, on en a deux. On a Davout, qui a eu, bien sûr, beaucoup de chance. On a Ney, qui était, enfin, je dis Ney, parce que habituellement, il représente, notre ami représente le maréchal Ney. Donc, qui a eu une carrière plus que brillante et une fin terrible, puisqu'il va être fusillé le 7 décembre 1815 à Paris. J'ai pas tiré la bonne carte non plus. Pardon? J'ai pas tiré la bonne carte. T'as pas tiré la bonne carte non plus. Donc voilà, si vous voulez, Marmont, il va aller ensuite en Italie, il va habiter au palais Loredan, et en 1852, il va décéder à Venise. Son corps sera ramené ici, et comme on disait, c'est le seul maréchal de Napoléon, né dans une commune, inhumé dans la même commune. Voilà ce que je voulais rajouter sur le maréchal Marmont, pour un petit peu, si vous voulez, mieux le faire connaître. Certains disent qu'il y a eu à la Restauration le traître Marmont et tout. Non, ce n'est pas du tout une affaire de trahison. Il n'a jamais trahi son pays ni la France. Il a pensé bien faire, mais malheureusement, il avait en face de lui des gens qui n'avaient aucune parole et qui étaient des fripouilles, à commencer par Talleyrand. Mais l'histoire est ainsi faite. Merci.